Je vous demanderai d'accueillir Perceval Brett. Merci. Bonjour. Donc, comme vous l'avez vu, cette année, Airbus fête ses 50 ans. Donc, vous connaissez tous Airbus. Il y a environ 130 000 personnes, collaborateurs qui travaillent pour Airbus, répartis dans à peu près 35 pays dans le monde, majoritairement en Europe, avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, en 50 ans, Airbus a su devenir l'un des leaders mondiaux dans le monde de l'aéronautique et aussi de l'aérospatiale, peut-être un domaine un peu moins connu par le grand public. En fait, il y a 3 grandes divisions chez Airbus. La partie aéronautique, commercial aircraft. Alors, il faut savoir que pendant les quelques minutes que je vais faire cette présentation, il y a 975 Airbus qui vont décoller dans le monde. Parce que, en fait, à peu près la moitié des avions commerciaux produits dans le monde sont des Airbus et opérés donc par de nombreuses compagnies à travers le monde. Airbus, c'est aussi des hélicoptères. Chaque fois que vous regardez la télévision, si vous voyez un hélicoptère dans un reportage télévisé, que ce soit des reportages sur des transports médicaux, des opérations de secours en mer, en montagne, ou des opérations militaires, il y a de très fortes chances que ce soit un hélicoptère issu des industries Airbus. En fait, Airbus est aussi un des leaders dans la production d'hélicoptères. Airbus, c'est aussi des avions militaires, des satellites, chose un peu moins connue, des lanceurs. Le lanceur Ariane 6 est également coproduit par Airbus. Airbus aussi fournit des services de télécommunications, de surveillance, de sécurité, et participe aussi à un programme, le programme ExoMars de l'Agence spatiale européenne. Et Airbus va produire un robot qui va être envoyé sur Mars. Donc, vous allez peut-être en entendre parler dans les mois qui viennent. Le robot, il y a 2 mois, il était au Royaume-Uni. Depuis, il est sur Toulouse pour des tests. Et il va être envoyé, si je me souviens bien, c'est vers juillet-août 2020, il va être envoyé sur Mars. Mais bon, revenons un peu sur Terre. Je vais vous parler un peu du métier d'Airbus, à savoir la construction commercial aircraft, construction d'un avion. Et on va voir comment Alfresco est utilisé dans le cadre de ce processus. Donc la construction d'un avion, c'est extrêmement complexe. Il faut plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont participer à cette construction. Il va y avoir du personnel d'Airbus, mais également des partenaires, des fournisseurs, et ça fait appel à plusieurs centaines de compétences métiers. Donc ça peut aller des commerciaux, des financiers, on va avoir des ingénieurs, des testeurs. Il y a énormément de domaines qui sont impliqués, et l'un des enjeux capitaux, c'est d'arriver à faire communiquer tous ces domaines ensemble. Donc ce sont des personnes qui vont avoir des objectifs, des contraintes différentes, qui vont manipuler des données différentes. Et donc, on va avoir énormément d'enjeux pendant toute la durée de la construction de l'avion pour partager des données et arriver à fournir un produit qui va correspondre à tout le monde. Et justement, c'est là qu'on a besoin de plateformes collaboratives et d'avoir énormément d'échanges entre tous ces acteurs. Donc je pourrais parler des heures et des heures sur ce sujet-là. Je vais essayer de trouver quelques exemples. Par exemple, on va prendre une compagnie qui a un projet, qui a un besoin, qui va exprimer son besoin. Côté finance, on va analyser la viabilité de ce projet-là. On va commencer à élaborer des concepts d'avions. On va avoir des gens qui vont travailler sur l'aérodynamisme de l'avion, sur la thermique, parce que il y a pas mal de problématiques liées à ça, sur l'approvisionnement en électricité. Mais on va se rendre compte assez rapidement que ça va dépasser le cadre de l'avion, puisque les matériaux qui vont être utilisés, va falloir penser à les recycler par la suite.
il va falloir aussi construire les industries qui vont permettre de produire cet avion, puisqu'on n'a pas forcément tous les matériels ou les bâtiments à disposition pour construire cet avion. Donc en fait, on va avoir un nouveau projet de construction d'industrie tout autour. On va s'assurer qu'on a tous les fournisseurs qui vont être capables de fournir tous les matériaux nécessaires pour cette construction d'avion. Et puis, un exemple pour la 350, il fallait transporter toutes ces pièces d'avion pour pouvoir les assembler. Et on avait des avions qui étaient utilisés pour ça, le Beluga, et qui commençaient à arriver en fin de vie, qui n'étaient pas forcément on va dire très rentable par rapport à la taille des pièces d'avion du 350 à transporter. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? De créer un nouvel avion, un nouveau Beluga, qu'on appelle le Beluga XL, qui a été construit pour pouvoir faire le transport des pièces d'un avion du 350. Donc, du coup, on reprend tout ce processus-là et on le duplique pour créer un nouvel avion. Donc, et dans ce cas-là, l'avion ne s'adresse pas aux compagnies aériennes, mais à Airbus lui-même. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on a énormément d'interactions et de contraintes également, puisqu'on va avoir sur tous les aspects de qualité et certification, on va être en relation avec des autorités aériennes européennes ou internationales, avec des autorités gouvernementales également, parce que un avion, quand on va le concevoir, il faut qu'il puisse atterrir sur certains aéroports. On a des longueurs de piste de décollage et d'atterrissage à respecter. Donc les performances de l'avion doivent être adaptées à toutes ces contraintes-là. On a des contraintes de sécurité pour éviter qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des sondes sur les avions, donc il faut dupliquer ces sondes. Mais comme on a si on en a des sondes qui peuvent être défectueuses, il ne faut surtout pas que la sonde soit produite par le même fournisseur. Il vaut mieux avoir des sondes produites par des fournisseurs différents, au cas où il y en ait une qui tombe en panne. Si la deuxième doit tomber en panne pour les mêmes raisons, au final, ça ne sert à rien de dupliquer un système puisqu'il va être défaillant. Donc, on a des contraintes comme ça, donc on va s'adresser à plusieurs fournisseurs. Tous les aspects aussi financiers, donc on va se reposer sur des progiciels pour aller suivre toutes ces commandes-là, tout orchestrer, tout prévoir. On va anticiper aussi les commandes des clients. On a des carnets de commandes qui vont s'échelonner sur plusieurs années, donc on va pouvoir faire des commandes sur plusieurs années. Une fois que les premiers avions sont livrés, on peut avoir des retours clients qui peuvent amener à des réajustements, des modifications sur la conception même de l'avion, et du coup qui va changer encore tout ce processus-là. Donc on est sans arrêt en perpétuelle évolution dans tout le process, et on n'a pas de process linéaire, on va dire, sur la construction d'un avion. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, tout ce processus-là, si on décrit comme ça, on n'arrive jamais, puisqu'on a toujours des contraintes. Chacun va tirer des contraintes, des besoins, et pour arriver à un équilibre, ça peut prendre des années et des années. Donc il faut savoir quand même que produire un avion, c'est 7 ans à peu près. Et il y a tout un process avec des jalons qu'on appelle des milestone gates. Et ces jalons-là ils sont là pour figer à un moment une conception d'avion pour pouvoir passer à l'étape suivante. Les jalons sont présentés ici. Les plus importants, on va dire, ou du moins ceux qu'on peut le plus remarquable, ça va être le MG6, dans lequel on va commencer à produire physiquement l'avion. Le MG11, qui correspond au premier essai, le premier vol de l'avion, donc en essai en vol, et le MG13, qui est le premier avion livré à une compagnie. Pour réaliser tout ça, en fait, on va s'appuyer sur des outils informatiques. Il y a à Airbus plusieurs milliers d'applications pour gérer tout ça, parce que chaque métier a besoin de ses propres applications. Ça peut aller du simple éditeur de texte aux feuilles de calcul. On a des logiciels, on a des outils de modélisation 3D, plein d'outils de simulation. On a même carrément des simulateurs de vol, des outils de formation, de budget, de gestion de production. Bref, il y a une quantité très impressionnante de logiciels utilisés. Et à votre avis, sur ce cycle-là, déjà, où est-ce que sur ce cycle-là on utilise Alfresco et combien d'applications? Je ne sais pas si vous avez quelques idées. Bon, la réponse, c'est aujourd'hui, à Airbus, on utilise Alfresco dans une douzaine d'applications, et majoritairement sur les aspects d'essais en vol, toute la documentation liée aux essais en vol et à la certification de l'avion.
Et je pourrais, pareil, vous parler pendant plusieurs heures de toutes ces applications-là, mais je vais vous en présenter plus particulièrement deux. Donc, celle qui s'appelle FTANG et SDM+. Alors, FTANG, c'est une application. FTA, c'est pour Flight Test Application. En fait, c'est l'application qui va gérer, tout simplement, c'est vite dit, les essais en vol. Donc, en fait, ça va organiser toute la gestion des essais en vol à Airbus. Il y a environ 5000 utilisateurs qui utilisent cette application quotidiennement. Une application qui doit être utilisée en haute disponibilité, puisqu'elle est utilisée aussi bien par les Américains, les Européens, et aussi jusqu'en Chine. Quand on va effectuer des essais en vol, en fait, les essais peuvent être effectués à n'importe quel endroit de la planète. Si on a des tests à faire en grand froid, on va aller faire des tests en Alaska. Si on a des tests à faire sur des climats beaucoup plus chauds, on ira dans le désert, etc. Donc en fait, on peut aller n'importe où pour aller pour effectuer des tests. Donc c'est ce qui rend cette application extrêmement critique. Sachant que ce système-là, il est connecté à une vingtaine d'autres systèmes chez Airbus, qui eux-mêmes sont connectés à des dizaines, voire des centaines d'autres. Donc en fait, on a énormément de données qui sont véhiculées. Alors pour vous donner un petit exemple, sur un essai en vol, par exemple, on va recevoir un ensemble de choses à tester, peut-être dans des conditions météo particulières, savoir comment se comporte l'avion. Donc on va avoir des documents descriptifs des essais à réaliser. À partir de ça, on va détailler, il y a des personnes qui vont prendre ces documents-là, détailler un peu plus les tests qui vont être effectués, décrire les manœuvres avions qui vont devoir être mises en place, trouver le personnel, le pilote, le copilote, les techniciens qui vont suivre le vol pour réaliser tout cela. Toutes ces personnes-là vont se connecter au système, vont valider toutes ces procédures. On va aussi récupérer des données météo pour savoir est-ce que les conditions météo vont être adéquates ou pas pour ce vol-là. On va contacter les autorités locales, les aéroports, pour prévenir qu'il y a des tests qui vont être effectués, etc. Donc en fait, on a énormément de personnes qui vont interagir sur ce processus-là pour mettre en place mener à bien les essais. Et une fois l'essai effectué, au retour de l'essai, le pilote va également, pilote, copilote, tous les personnels qui ont participé vont faire leur compte-rendu qui va être réinjecté dans la plateforme. Tous les tests réalisés vont également avoir des comptes-rendus qui vont enrichir toute la documentation de la plateforme. Donc, l'ensemble va fournir des documents qui vont être après redéversés dans d'autres applications. Entre autres pour les autorités de certification, puisqu'il faut démontrer que l'avion a des comportements normaux, ou du moins corrects, dans certaines situations. Donc, un des challenges pour cette application-là, c'était déjà de la haute disponibilité. Donc, grâce à l'architecture aujourd'hui d'Alfresco qui permet d'avoir vraiment plusieurs serveurs, des interconnectés entre eux, d'avoir du load balancing, on a pu mettre en place une architecture redondée. On a eu également des problématiques de sécurité. Donc, les essais en vol sont utilisés aussi bien pour la partie commercial aircraft, mais aussi sur des avions militaires. Donc, pas quand ils sont armés, c'est-à-dire c'est des phases vraiment premières d'essais en vol pour voir le comportement de l'avion. Mais malgré cela, ces documents qui sont produits pour des avions militaires sont confidentiels. Donc, on a tout un système d'accréditation et de sécurité qui sont mis en place sur la plateforme. Et pour cela, en fait, on a déconnecté, on a externalisé le module de gestion de sécurité d'Alfresco. Il est géré en dehors d'Alfresco, mais grâce à la souplesse et à l'architecture d'Alfresco, on a pu connecter ce mécanisme-là de gestion de droit d'accès sur un module externe. Et donc, à chaque fois qu'une personne va vouloir consulter un document au sein de la plateforme Alfresco, la plateforme Alfresco va demander une autorisation sur une application tierce qui va lui dire si oui ou non la personne est accréditée à consulter ce document-là. Sachant que ça dépend de son rôle, de ses accréditations, de la phase dans le process à laquelle on veut accéder au document, du type de document. En gros, il y a un nombre de paramètres qui est extrêmement complexe, et ce qui fait qu'on a vraiment déporté tout ce mécanisme-là.
Donc, je vous ai fait quelques captures d'écran on voit pas grand-chose, du logiciel. Donc là, on voit une recherche qui a été effectuée sur tout un ensemble de vols, donc avec de nombreux critères. Donc, ce sont des données qui datent quasiment une vingtaine d'années. Donc, on a des formulaires qui permettent d'accéder aux informations, par exemple à un vol, un essai en vol, avec tout un ensemble d'informations. On voit qu'il y a énormément d'onglets aussi, puisque suivant le profil de chaque utilisateur, chacun va être intéressé par des aspects différents. On a aussi des documents rattachés. Alors, certains documents qui sont déversés dans la plateforme Alfresco et d'autres qui sont générés depuis la plateforme en fonction des informations saisies dans les formulaires. Et donc là, on voit justement un des documents qui a été généré. Donc, pour des raisons de GDPR, j'ai anonymisé les données. Avec entre autres, on voit apparaître le nom du capitaine, du premier officier, etc., des techniciens qui ont participé à ce vol-là. On voit apparaître les durées du vol, les durées d'utilisation des moteurs, ce genre de choses. Donc là, c'est juste un petit exemple assez simple. Une deuxième application dont je voulais vous parler, c'est donc l'application qui s'appelle SDM+. Donc SDM, c'est pour le Safety Data Management. En fait, c'est la gestion de l'ensemble des données qui vont être communiquées aux autorités de certification, donc notamment l'EASA. Donc c'est l'Agence européenne de sécurité de l'aviation. Donc, vous en avez peut-être entendu parler récemment aux informations. Il y a son pendant américain qui est la FAA. Donc, côté Airbus, donc on dialogue essentiellement avec l'EASA, et l'EASA, elle, va dialoguer avec la FAA. Donc, l'application SDM+, en fait, va recenser tout incident qui peut être constaté sur un avion. Et un peu comme une plateforme de support client, ces incidents-là vont être analysés et ensuite redispatchés à plusieurs métiers. Donc ça peut être des problématiques, un incident qui est observé, qui est plus de l'ordre du pilote. Donc on va ensuite envoyer ces incidents-là à des pilotes pour analyse. On peut les envoyer à des ingénieurs, à des personnes qui travaillent, des compagnons qui travaillent directement sur la fabrication de l'avion. Donc pour analyse, ces documents-là, donc ces incidents-là sont analysés. On évalue les risques qu'il peut y avoir sur l'avion. Si nécessaire, on va communiquer des modifications à effectuer sur les avions qui vont être ensuite redéversées côté engineering pour remettre à jour tous les plans des avions, côté fabrication sur les chaînes de montage, etc. Et tout ceci est communiqué également à l'EASA qui répertorie ces incidents-là et qui va éventuellement de son côté, de la même manière, effectuer des analyses. Et bien entendu aussi, on va communiquer aussi aux compagnies aériennes si elles peuvent être impactées par quelque chose, par exemple une usure d'une pièce un peu prématurée, pour pouvoir déclencher des opérations de maintenance. Donc on voit que les systèmes sont extrêmement connectés, font intervenir beaucoup de profils utilisateurs et avec des domaines de métiers entièrement différents, et énormément de documentation générée et échangée. Et donc un des challenges là-dessus, c'était sur cette application, c'est la recherche d'informations, puisqu'à chaque fois qu'on va recevoir un incident, il faut savoir si on n'a pas quelque chose, un autre incident qui pourrait être lié, qui a déjà été constaté. Donc il faut pouvoir rechercher sur tout l'historique qu'on a pour retrouver quelque chose de similaire, s'assurer ou pas qu'effectivement on est sur le même cas, ou si on est sur un cas différent. Et un autre point, c'est la traçabilité. À chaque fois qu'on va recevoir quelque chose, il va falloir déclencher des analyses, tracer toute la communication avec tous les intervenants, donc avec les autorités, les compagnies, les différents experts. Et justement, ça, c'était un des challenges de cette application-là. Donc, c'est un peu flouté. Hein. Donc, on a quelques écrans de l'application. On voit pas très bien, donc avec des écrans de recherche et de présentation des données. Donc, sur les technologies Alfresco, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, on utilise essentiellement, aujourd'hui côté Airbus, c'est le Content Service, Alfresco Content Service.
le module solaire et les IHM aujourd'hui sont faits à base de Share. Hop. Ça marche, ouais. Et là, on a un exemple de traçabilité, c'est-à-dire que l'application a un module qui nous permet en fait graphiquement de retrouver tous les liens qu'on a entre les documents qui sont générés par la plateforme et à travers cette interface-là, de pouvoir accéder directement à un document. J'avance vite. Donc, je voulais vous parler un peu de notre futur avec Alfresco, entre autres. On a des nouvelles applications qui sont encore dans le tuyau, entre autres avec le service client. Aujourd'hui, on compte utiliser la plateforme Alfresco pour échanger des documents avec les fournisseurs et également avec les compagnies aériennes. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on utilisait essentiellement le module de Content Service. On va, pour ces nouvelles applications, voir dans quelle mesure nous pouvons automatiser les processus, donc faire appel au module Alfresco Process Service. On a aussi de l'obsolescence, ou du moins pas vraiment d'obsolescence, mais de l'évolution à effectuer sur nos anciennes applications. Donc on est en train de voir si on n'a pas certaines parties de nos processus qu'on va pouvoir automatiser également avec Process Service. Côté interface graphique, on va aussi s'orienter vers l'utilisation d'ADF et avoir des IHM un peu plus sexy en utilisant le Angular. Pour la côté productivité, on va également mettre en place du DevOps sur ces applications-là. Aujourd'hui, on a pas mal d'applications Airbus qui sont sur des plateformes DevOps. On utilise des méthodes agiles de développement. On utilise entre autres la méthode SAFe. Et la plateforme DevOps accélère énormément les évolutions. Et on va passer progressivement les applications Alfresco, qui est basé sur du Alfresco dans ces plateformes-là pour accélérer l'intégration continue, mais également le déploiement. Et en parlant de déploiement, justement, aujourd'hui, on est essentiellement sur du on-premise, sur des environnements virtualisés. Amazon fait partie déjà des solutions utilisées par Airbus. On utilise aussi du OpenShift en interne. Donc la notion de conteneurisation à travers du Docker, du Kubernetes est étudiée pour pouvoir déployer nos applications, et également sur du cloud avec Amazon. Et un des derniers points, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, Airbus génère des téraoctets de données. On a vraiment donc énormément de données techniques, mais aussi des données documentaires. Tout ceci est déversé dans des lacs de données. On a des outils d'analyse, d'intelligence artificielle, de machine learning qui tournent pour justement sortir de la valeur sur toutes ces données-là. Je ne sais pas après dans quelle mesure on va pouvoir utiliser Alfresco pour ce genre de choses, mais à titre d'exemple, je peux vous dire ce qu'on utilise déjà, c'est que il y a une plateforme à Airbus qui s'appelle Skywise, qui est utilisée pour la relation avec les échanges avec les compagnies aériennes, où les compagnies peuvent aller déverser leurs données opérationnelles dans cette plateforme-là, et on a des algorithmes de machine learning qui vont étudier justement toutes ces données sur l'ensemble des compagnies. On peut recouper ça aussi avec des données d'essai en vol pour aller faire détecter des comportements, soit faire de la maintenance prédictive, ou aller conseiller les compagnies aériennes sur leur façon d'opérer l'avion, la façon de le piloter pour optimiser les performances de l'avion. Autre chose aussi, donc un projet dont vous avez peut-être entendu parler. Aujourd'hui, il y a certaines commandes de vol qui sont déjà automatisées. Le pilote automatique existe depuis déjà quelques années. Et Airbus a comme projet d'aller un pas un peu plus loin en proposant, dans un futur plus ou moins éloigné, des avions avec un seul pilote.
Il faut savoir que historiquement, il y avait 5-6 pilotes, je crois, sur les tout premiers avions. Progressivement, on est arrivé à avoir un pilote et un copilote. Et peut-être, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra avoir juste un pilote et une IA pour les futurs avions. Voilà, c'était tout. Donc, si peut-être un dernier, c'est cette image-là. Donc, c'est le City Airbus que vous verrez peut-être dans le ciel parisien dans quelques années. Donc, je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais donc c'est un taxi volant qui sera peut-être prévu dans quelques années, peut-être pour les prochains Jeux Olympiques, donc sur Paris. On verra. Voilà. Merci. Merci.